C'est l'information du jour sur le front de la guerre au Proche-Orient. L'armée israélienne retire la plupart de ses troupes terrestres du sud de Gaza. Tsahal l'a annoncé dans un communiqué. Aujourd'hui, dimanche 7 avril, la 98e division de commando de l'armée israélienne a terminé sa mission à Khan Younes. La division a quitté la bande de Gaza afin de se préparer à de futures opérations. Écoutons les précisions du porte-parole de Tsahal sur LCI. Non, ce que je confirme, c'est que la division 98, une division commando, a terminé ses opérations, ses missions dans la bande de Gaza, dans la région de Khan Younes, a donc quitté de manière, je dirais, organisée la région de Khan Younes. Nous avons encore des forces dans la bande de Gaza et ces forces continuent en fait à agir contre le Hamas. La guerre, je le répète, la guerre n'est pas terminée contre le Hamas dans la bande de Gaza. Tsahal n'a pas encore fini ses opérations, mais elle change, je dirais, elle change de tactique, elle change de profil. On a aujourd'hui affaire à des opérations ponctuelles. Allons plus loin avec nos invités en plateau. Rina Bassiste, bonjour. Vous êtes correspondante de la radio israélienne à Paris, rédactrice au journal américain Al Monitor, ancienne diplomate. Marc Semo, bonjour, journaliste spécialiste dans les questions internationales. Vous avez travaillé et vous travaillez toujours au Monde et à Challenge. Colonel Bertrand Darras, bonjour, ancien officier de l'armée de terre. Merci à tous d'être avec nous en direct sur LCI. Marc Semo, comment interpréter ce retrait annoncé il y a quelques minutes? Je sais que les pressions fonctionnent, finalement. Les pressions de Joe Biden, il y avait déjà eu un coup de fil où il le pressait de façon quasiment combinatoire de faire quelque chose au niveau des aides humanitaires et d'arrêter, de limiter les pertes civiles. Il est revenu à la charge. Et il était quand même, c'était humiliant pour les États-Unis de ne pas arriver à tordre le bras d'Israël. Ensuite, il y a l'énorme pression de l'opinion publique interne. C'est-à-dire, il y a tous les samedis, tous les vendredis soirs, des grandes manifestations, à la fois pour la libération des otages, et puis là, une espèce de convergence des luttes qui se sont fusionnées avec les manifestations qui demandent la démission du gouvernement, qui demandent des élections anticipées. La popularité de Netanyahou est au plus bas, il s'accroche au pouvoir, il sait que s'il perd le pouvoir, il devra aussi rendre des comptes au niveau d'une commission d'enquête sur ce qu'ont été les raisons du fiasco du 7 octobre. Donc lui s'accroche, mais cette double pression conjuguée de l'extérieur, parce que c'est aussi valable, tous les alliés européens d'Israël, à commencer même par l'Allemagne, qui en général est extrêmement prudente dès qu'il s'agit de critiquer Israël. Donc voilà, cet ensemble de pressions... Israël a cédé aux pressions, dans quel but? Alors d'abord, elle a cédé un tout petit peu, parce que c'est un geste significatif, mais ça reste un redéploiement tactique. C'est-à-dire, bon, le gros de la 98e division, je crois, s'en va, mais il reste une brigade. Elle peut revenir très vite, c'est pas très grand, c'est pas très loin. Donc voilà, mais symboliquement, c'est important. Et effectivement, il faut relier ça avec ce qui est en train de s'amorcer maintenant, c'est ce retour des négociations. Alors, elles n'ont jamais cessé. Depuis 6 mois, il y a eu sans arrêt des pourparlers. Mais il y a eu des hauts et des bas, il y a eu une phase qui avait donné des résultats avec la libération de 109 otages, ce qui était déjà énorme, très important. Ensuite, elles sont de nouveau au plus bas. Là, elles reprennent. Alors, les pressions, là aussi, sont très fortes, parce que jusqu'ici, Israël était celui qui passait pour celui qui refusait justement Netanyahou lancer dans sa fuite en avant. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le Hamas était et reste... pour le moment, encore plus intransigeant. Le Hamas exige le retrait total de l'armée israélienne, le Hamas exige un cessez-le-feu définitif, et je terminerai là-dessus, le Hamas, pour le moment, se pose en drapeau de la lutte palestinienne, il fait le pari que la poursuite de la guerre lui sert, parce que ce rôle héroïque de résistant est conforté, et il sait que les pressions de la communauté internationale sur Israël à cause de cette population palestinienne prise en otage par le Hamas lui-même, et bien finalement finiront par faire céder en partie Israël, et donc lui pourra dire on a tenu, donc on a gagné. Rina Bassiste, est-ce un retrait pour permettre de rouvrir les négociations afin de libérer les otages qui restent encore aux mains du Hamas? Oui, l'analyse de Marc Semo était exacte. On sait que Hamas demande la libération de prisonniers israéliens qui sont dans les prisons en Israël.
incarcérés en Israël. On sait que Hamas exige qu'Israël laisse les habitants de la bande de Gaza qui habitaient dans le nord et qui se sont déplacés vers le sud de retourner chez eux. Et on sait que Hamas exige un cessez-le-feu définitif. Et sur la question de prisonniers palestiniens, ça fait quelques semaines qu'Israël a déjà indiqué qu'elle sera flexible. Donc, sur ces points, on pense qu'on peut arriver à un compromis. Deuxième point, les retours vers le nord. Ça fait quelques jours qu'Israël aussi indique qu'il y aura une certaine souplesse, peut-être pas tout le monde, et peut-être de façon graduelle, on ne sait pas encore. Mais c'est un point qui avant bloquait les négociations. Maintenant, Israël dit que peut-être on peut quand même négocier sur ce point. Et le troisième point, bon, Israël, comme Marc a dit, bien sûr, Israël ne va pas accepter de terminer la guerre définitivement. Ça, c'est pas sur la table, côté israélien, bien sûr, même si Hamas les demande. Mais on voit quand même un geste qui peut soit débloquer les négociations, si Sinwar vraiment veut arriver à un accord, ou si Sinwar ne veut pas arriver à un accord, ce qui est aussi possible. Peut-être c'est juste une mise en scène pour lui envoyer ces gens au Caire, mais on sait que cette mesure unilatérale expose en fait la position de Hamas. Disons maintenant, le camp est chez vous, Monsieur Sinwar, c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez vraiment un accord qui va soulager, qui va ouvrir justement la bande de Gaza à plus de l'aide humanitaire, qui va aider les Gazaouites qui sont tellement en souffrance maintenant ou pas? Ça sera au Sinwar, après cette mesure, de dire la vérité à ces gens pauvres, oui, la bande d'une certaine façon. La base, si je puis dire, sera désormais dans leur camp après ce geste de Tsahal. Colonel, comment vous l'interprétez ? Bah écoutez, je pense que tout a été très bien dit. Vous avez une dimension politico-diplomatique qui est très claire a priori dans ce mouvement. De toute façon, on imagine mal que ceci soit fait sans l'autorisation du gouvernement israélien, avec effectivement une bascule de la pression sur le Hamas suite à ce geste. Et ensuite, vous pouvez avoir lié avec ça une liberté opérationnelle ou même une nécessité, une utilité opérationnelle pour les Israéliens de retirer une division qui est engagée depuis un certain temps et pour qu'elle aille se refaire et se reconstruire en Israël, quitte à revenir plus tard, parce que nulle part il y a un engagement à long terme. La trêve, c'est pour 6 semaines, donc au niveau politico-militaire, on parle d'un horizon de 6 semaines, et les Israéliens affirment qu'ils ne vont pas quitter Gaza. Donc du niveau militaire, ce retrait ne signifie pas un retrait complet et la fin des opérations. Donc quel que soit le niveau où vous vous posez, ce n'est qu'une action sur le court terme, sur la problématique actuelle de l'aide humanitaire d'urgence et de la demande de la communauté internationale d'une trêve. Et à partir de ce moment-là, il faudra voir si cette trêve a lieu, si cette aide humanitaire d'urgence arrive à faire du bien, et une fois que les choses seront faites, comment ça va redémarrer derrière ? Parce qu'il y a très forte chance que ça redémarre derrière. La guerre, en effet, est loin d'être terminée, mais pour Benyamin Netanyahou, eh bien, Israël n'est désormais plus qu'à un pas de la victoire. C'est ce qu'il a déclaré il y a quelques instants. Écoutons-le. Les résultats de la guerre sont considérables. Nous avons éliminé 19 des 24 bataillons du Hamas, y compris des commandants de haut rang. Nous avons tué, blessé ou capturé un nombre important de terroristes du Hamas. Nous avons purgé le quartier général de Shifa et de nombreux autres quartiers généraux terroristes. Nous avons détruit des usines de fabrication de roquettes, des salles de contrôle, des armes, des munitions, et nous continuons à détruire systématiquement ce qui se trouve sous terre. Nous sommes à un pas de la victoire. Nous ne sommes à un pas de la victoire. Marc Semo, je vous sens sceptique. Il peut difficilement faire autre chose. Bon, ça fait partie de la propagande politique. Ensuite, je pense que le vrai bilan est compliqué parce que c'est vrai que Israël a réussi à libérer militairement 3 otages, ce qui est très peu. C'est vrai que le chef du Hamas, l'homme qui a conçu toutes ces attaques du 7 octobre chinois, n'a pas été pris. C'est vrai que
encore hier ou avant-hier, le Hamas était capable de tirer quelques roquettes, je crois que c'est sur Ashkelon, je ne me souviens plus, au sud d'Israël. Donc, le Hamas n'est pas cassé, mais c'est vrai aussi, de l'autre côté, que quand même l'organisation a reçu quand même un sérieux coup. Les chiffres israéliens, 13 000 morts, 19 bataillons complètement anéantis, etc., sont expertisés. Mais cette opération a donné des résultats. Un nombre important de tunnels a été découvert et détruit. Donc c'est pas non plus une opération nulle, loin de là, mais dans une guerre asymétrique, le plus faible, s'il réussit à tenir, a gagné. Et aujourd'hui, effectivement, s'il y avait un cessez-le-feu, le Hamas dirait, ça a été terrible, le peuple palestinien a énormément souffert, mais on a gagné. Et c'est une des raisons pour lesquelles Israël veut aller jusqu'au bout. Je terminerai sur ce mot de Yoav Gallant, le ministre de la Défense, qui dit un incendie maîtrisé à 70% n'est pas un incendie maîtrisé, il repart. Rina Bassiste. Oui, j'aimerais ajouter justement à ce que Marc a dit aussi, que si on regarde, on est maintenant 6 mois après le 7 octobre, et sûrement ce que l'armée israélienne savait le 7 ou le 8 octobre sur Hamas, ce n'est pas du tout ce qu'on sait aujourd'hui. Je veux dire, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, l'armée israélienne, ça a petit à petit découvert que l'ampleur, en fait, si c'est les tunnels, si c'est l'armement de Hamas, ses capacités opérationnelles, etc. Et donc, des côtés stratégiques, si on regarde, bien sûr que ce qu'on a pensé le 7 ou 8 octobre, ce qu'il fallait faire pour vaincre Hamas, c'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que c'était tellement plusieurs fois plus difficile de ce qu'on a imaginé il y a 6 mois, et que peut-être même des chefs de l'armée le disent, mais pas de façon officielle, qu'une victoire telle que Netanyahou l'imagine n'existera pas. Pas dans les médias, peut-être dans quelques années, on ne sait pas. Oui, mais donc ça veut dire, Rina Bassiste, que la guerre va encore durer plusieurs années, parce que c'est illusoire de croire qu'on peut anéantir le Hamas. Mais d'une certaine façon, parce que si Israël cède vraiment à la pression interne et celle des États-Unis, comme c'était dit, et si on arrive à une certaine cessez-le-feu plus ou moins définitive, et on sait que Hamas ne va pas être complètement vaincu, et ça c'est un point qu'Israël a insisté dès le début, qu'Israël va garder une certaine marge de manœuvre. Donc Israël, même si on arrive, et on est très très loin de là, d'une annonce de la fin de la guerre, même dans une situation pareille, même s'il y aura un appareil international qui va gérer la bande de Gaza, ça ne va pas empêcher les soldats israéliens d'y entrer, et des choses qui n'étaient pas faites pendant ces dernières années. Même quand il y avait plusieurs opérations militaires, Israël a toujours essayé que ces opérations soient plutôt avec des frappes aériennes, pas entrer sur le terrain. Mais là, c'est sûr, même si on arrive à un accord plus global, l'armée israélienne ne va pas renoncer à cette possibilité d'entrer dans la bande de Gaza. Colonel. Alors je pense qu'effectivement, d'abord, le conflit va durer. De toute façon, le conflit israélo-palestinien, il dure depuis maintenant 70 ans. Donc le conflit va encore durer. Dans la problématique du Hamas, les Israéliens, même s'ils prenaient toute la bande de Gaza et s'ils avaient l'assurance qu'ils avaient arrêté ou tué tous les membres du Hamas, n'auraient pas la garantie d'avoir tué tous ceux qui sont dispersés par le monde. Donc vous aurez certainement, après une campagne d'assassinat, comme il y a eu une campagne d'assassinat de par le monde après la tuerie des athlètes américains, des athlètes israéliens, aux Jeux Olympiques de Munich. Donc ça va durer aussi dans le temps. Donc l'affaire n'est pas réglée. Et ensuite, le problème, ce sera l'attitude de la population gazaoui. Parce que si derrière pousse quelqu'un qui ne s'appelle pas le Hamas, qui s'appelle autre chose que le Hamas, et qui a les mêmes prétentions, le problème ne sera pas réglé. Et vous avez ensuite, dans les évolutions du Hamas, des choses dont on ne dit pas. On parle des 13 000 membres du Hamas qui auraient été tués. Il est sûr qu'actuellement, dans la population gazaoui, le Hamas recrute.
il recrute des jeunes pour reprendre les armes. Donc on part avec 30 000 chiffres affichés ou prononcés par les Israéliens, 30 000 soldats du Hamas dans la bande de Gaza. On dit qu'on en a tué 13 000. On ne sait pas combien le Hamas a recruté parmi les Gazaouis qui n'étaient pas engagés. C'est une population de 2 millions. Hein. Il y a du monde que l'on peut recruter. Donc tout ceci amène une évolution de la situation sur le terrain qui explique notamment, pour des raisons militaro-militaires, on va dire, le fait que les Israéliens changent un peu de dispositif, changent un peu d'attitude, analysent leur situation et éventuellement reviendront plus tard frapper sur ce qu'ils estiment être légitime comme cible. Cette annonce, elle intervient dans un contexte de contestation extrêmement fort de Benyamin Netanyahou. Hier, plus de 100 000 personnes ont manifesté pour réclamer son départ, de nouvelles élections et des négociations pour libérer les otages au plus vite. C'est aussi cette pression de la rue, Marc Semo, qui a poussé Israël, le gouvernement israélien, à changer aussi de tactique. Oui, Netanyahou ne peut pas rester totalement fermé à ça. Ensuite, politiquement, il est toujours en situation difficile. Alors, il a sa majorité, qui n'est pas très grande, qu'il a grâce à ces mouvements d'extrême droite suprémacistes. Vaille que vaille, il tient la boutique, mais là, par exemple, il y a un nouveau problème à gérer, qui est le fait que la Cour suprême a dit que les arrêts qui permettaient aux ultra-religieux jeunes de ne pas aller, de pas faire leur service militaire, n'étaient pas valables. Et que donc, il faudra une loi pour que eux aussi, comme tout le monde, fassent le service militaire. Or ça affaiblit sa majorité. Parce que, est-ce qu'ils vont entériner cette décision de la Cour suprême et faire cette loi ou non? Ça peut le faire tomber. Et à partir du moment où il tombe, c'est fini, parce qu'il y aura peut-être un gouvernement technique, en tout cas des élections anticipé, oui. Et on sait déjà que le Likoud sera balayé. Ça dépend des sondages, mais enfin, il perd quasiment les trois quarts de ses sièges. 71% aujourd'hui des Israéliens ne veulent plus de Netanyahou. Donc là-dessus, c'est la fin de sa carrière politique. Alors lui s'accroche à une dernière chose, qui est cette possibilité, toujours plus utopique, d'une victoire claire et nette à Gaza, mais c'est évident qu'il n'y arrivera pas.